C'est bon, vos téléphones sont en mode avion, donc on va pouvoir y aller. Allons-y. Bonjour, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être là, je suis très heureuse de vous rencontrer. Donc je m'appelle Jennifer Murzo, je suis romancière et journaliste. Ce livre, il est paru, c'est mon 3e roman, il est paru en janvier dernier. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Plein de trucs, mais c'est vous qui allez un peu orienter la discussion. Voilà, je suis très contente de répondre à vos questions. Sentez-vous libre de les poser sans vous censurer. Voilà. Eh bien, on y va alors. On va lancer les questions. Alors, qui ouvre le bal? Alors, il y a un motivé. Ouais, je sais. Alors, pourquoi avez-vous écrit une dystopie? Voilà, première question. Ok. Pourquoi j'ai écrit une dystopie? Parce que, en fait, en tant qu'écrivain, j'essaye de parler de notre époque et d'en questionner ses dérives. Et je me suis dit que c'était intéressant de placer l'intrigue en 2050 parce que ça permettait de pousser le curseur de tout ce qui ne va pas aujourd'hui pour montrer à quel point on prenait un chemin qui était quand même potentiellement très dangereux. Et donc en fait, en exagérant les défauts de notre époque, eh ben, ça a donné assez naturellement une dystopie. Mais ce n'était pas mon objectif au début, je ne me suis pas dit « tiens, je vais écrire une dystopie ». Je me suis dit « tiens, je vais imaginer un monde ». En fait, mon point de départ, c'était ça, c'était d'imaginer un monde dans lequel il n'y a plus de travail. Parce qu'on dit beaucoup que l'automatisation, le fait que les robots fassent le travail à la place des gens, bah, fait en sorte qu'il y a de moins en moins de boulot pour les humains. Et donc je me suis dit, tiens, qu'est-ce que donnerait une société dans laquelle il y a un taux de chômage énorme, par exemple 70%. Et en fait, en partant de ça, eh ben, il y a tout un rouage qui s'est mis en place et qui a fait que ça donnait tout un cheptel de conséquences. Et donc, ça donnait une dystopie. Mais en fait, mon objectif de départ, c'était pas ça. C'était d'imaginer un monde dans lequel il n'y avait plus de boulot. Et c'est devenu complètement autre chose, en fait. Et c'est souvent comme ça, quand on écrit, on a une idée de départ et puis on est rattrapé par tout ce qui se met en place à partir de cette idée. Il va falloir enchaîner. Hippolyte Fontaine, peut-être? Combien de temps avez-vous mis pour écrire cette œuvre? Alors, ce livre-là, en fait, il y a la phase d'écriture proprement dite, et puis il y a eu une grosse phase de documentation avant. Donc, en tout, j'ai mis à peu près 1 an et demi, mais j'ai passé 8 mois, je pense, à juste chercher des infos et à réfléchir à la façon dont je pourrais m'en servir. Et ensuite, en rédaction pure, ouais, c'est 6-8 mois, je pense. En fait, il y a toute une phase de rédaction où j'écris tous les jours, et puis le truc se construit. Et puis ensuite, il y a toute une phase de relecture qui dure assez longtemps, où on retravaille beaucoup le livre. Donc je dirais, ouais, 1 an et demi en tout, et puis 8 mois pour l'écriture au sens strict. Allez, n'ayez pas peur. Si vous avez un peu peur. Oui. Quelqu'un d'autre peut-être? Parce que Riyad, tu as déjà posé une question. Merci. Quelles sont vos dystopies que vous préférez? Alors, je ne suis pas particulièrement calée dans le domaine, j'en connais certaines, mais je ne connais pas hyper bien ni la science-fiction ni les dystopies, parce que, encore une fois, ce n'était pas mon objectif d'en écrire une. Mais j'ai beaucoup aimé, ça ne va pas être très original, ce sont des œuvres qui sont très connues, mais 1984, qui m'avait pas mal marqué. À l'occasion de l'écriture de ce livre, j'ai relu Le meilleur des mondes, aussi, d'Aldous Huxley. Et puis... alors, je ne l'ai pas lu, mais je l'ai acheté et j'ai vu la série qui s'appelle The Handmaid's Tale, qui est un livre de Margaret Atwood qui a été écrit dans les années 80 et qui est hyper moderne et qui est très contemporain en fait dans les sujets qu'il aborde. Mais donc, si je peux vous en recommander un, même si moi je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai vu la série que j'ai trouvée géniale, c'est The Handmaid's Tale. Ça s'appelle La Servante écarlate en français. Et
Et voilà, ah si, il y a Ravage de Barjavel que j'ai bien aimé aussi, qui raconte un monde où... je me souviens pas très bien parce que ça fait 15 ans, mais je me souviens que c'est caniculaire et que ça se passe à Paris et qu'on peut à peine toucher les poignées de porte tellement elles sont chaudes, le métal est en fusion tellement tout est chaud. Et donc c'était là aussi une réflexion sur la fin du monde et sur les conséquences des méfaits de l'humanité. Et ça m'avait bien marqué aussi. Mais j'ai pas trop cherché à être influencée par ces livres-là parce que l'objectif c'était vraiment d'écrire quelque chose de très contemporain, même si ça se passe en 2050, et de vraiment questionner notre époque et ses dérives. Et donc je voulais que ce soit assez accessible dans le sens où on parle du quotidien, on ne parle pas de trucs où il se passe plein de choses spectaculaires, on parle du quotidien d'un couple dans un monde qui part à volo, mais on parle avant tout de quelque chose d'assez trivial, de comment est-ce qu'on vit dans un monde qui fout le camp. Voilà. Il faudra un suivant. Au sein de votre livre, vous critiquez beaucoup la publicité. Mais quel est votre avis sur la publicité? Eh bien, je pense que la publicité pardon, est un symptôme, c'est le symptôme de la société dans laquelle on vit, qui est une société qui est basée sur la consommation. Et je pense que cette société est en train de démontrer à quel point elle est néfaste et pour nous, les humains, et pour le monde qui nous fait vivre, l'environnement qui nous fait vivre, puisque la publicité pousse à consommer et crée des désirs. C'est-à-dire qu'on était là, on était bien, et la publicité va nous convaincre qu'on a besoin de changer de portable, qu'on a besoin de telle ou telle chose, qui sont des choses dont on n'a absolument pas besoin, et qui vont nous faire courir, alors que je suis absolument persuadée que ça ne rend pas heureux. Donc, j'ai un point de vue très critique sur la publicité, parce que je pense que c'est une manipulation des êtres qui est très nocive, et dont il faut vachement se méfier. Et je pense que c'est une forme d'aliénation, c'est-à-dire que ça rend moins libre d'être soumis à la publicité et d'être soumis à cet impératif de consommer sans cesse, d'acheter tout le temps des objets ou des vêtements ou tout un tas de trucs dont on n'a pas besoin. Alors ça ne veut pas dire évidemment que moi-même, je vis dans la société de consommation, donc moi-même je m'achète des vêtements et j'aime bien m'acheter des vêtements de temps en temps, etc. Mais tout est question de modération et la publicité va à l'encontre de la notion de modération. La publicité dit consomme, 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 sois un mouton et fais ce qu'on te dit. Et donc du coup je suis très critique effectivement à son égard. Et d'ailleurs dans le livre elle est omniprésente et tout ça, mais il suffit de se promener une après-midi dans une grande ville ou à Paris que je connais bien pour voir à quel point la publicité est partout et à quel point ça phagocyte. Et maintenant, avant elle était sur des affiches, maintenant elle est sur des écrans. Et en fait, c'est basé sur un principe qui est très simple, c'est qu'on reste un peu des animaux. Et donc, quand on voit des choses qui bougent, quand l'humain voit un truc qui bouge, ça va aller chercher son instinct de prédateur. Il se dit, tiens, ça bouge. Et donc, son attention va être décuplée. Il va être très attentif à ce qui bouge. Et donc, les écrans publicitaires, qui sont partout autour de nous, dans les gares, etc., et qui bougent, convoquent encore plus notre attention. Et donc, on est un peu comme des petits lapins qui, comme ça, sommes tout à fait fascinés par ces images qui bougent, etc. Et donc, du coup, ça a un impact encore plus grand. Et donc, cette publicité devient vraiment perverse parce qu'on peut pas, à part si on porte des œillères et qu'on marche en regardant ses pieds, on ne peut pas s'y soustraire, elle est partout. Et donc, du coup, ça demande une grande vigilance de ne pas être sous son joug et de ne pas juste faire ce qu'on nous dit, à savoir acheter tel ou tel truc, puisque c'est juste ça, hein, l'objectif de la publicité, c'est de nous faire acheter des choses. Donc, je suis très critique parce que je pense que ça a des conséquences très graves. Parce que cette réponse est un peu longue, mais parce que la publicité, en fait, c'est super central dans ce livre parce que ça dit à quel point notre monde est en train de suffoquer. Parce que la publicité, elle dit consomme, 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 mais en consommant, eh ben, il faut produire tout le temps des nouvelles choses, il faut les fabriquer, etc. Et la planète, elle est en train un peu de s'asphyxier sous le poids de cette surdimension de la consommation. Donc c'est pourquoi je suis particulièrement, effectivement, critique envers la publicité, parce qu'elle est un symptôme. Cette réponse était hyper longue, pardon. Le message sur la publicité est passé, je crois. Ouais, j'espère.
Quel est le personnage du roman dont vous êtes le plus fier? Fière. Je sais pas. Bah, je pense que, en tout cas, celui que j'ai le plus travaillé, c'est le personnage principal, c'est Bulle. Et probablement, je me suis un petit peu inspirée, mais c'est toujours le cas quand on écrit, de ma propre expérience et de mon propre rapport au monde pour l'écrire. Mais en fait, ce genre de choses, il faut savoir que quand on écrit, enfin, il n'y a pas de règle universelle, mais en fait, un auteur, quand il écrit, je pense qu'il met de lui dans un peu tous ses personnages, et puis il invente pour tous ses personnages. Donc je ne dirais pas du tout que Bulle est moi, mais en tout cas, c'est vrai que le point de départ de la construction de ce personnage, c'était un peu moi, parce que j'ai écrit ce livre après avoir eu mon premier enfant. Et enfin, j'en ai qu'un, mais enfin, après avoir eu mon enfant, quoi. Et je me suis dit... j'avais vraiment envie d'écrire là-dessus sur pourquoi on fait des enfants, surtout quand on est aussi horrifié, comme c'est mon cas, par l'époque, par sa violence, par le manque de sens, par la crise écologique, qui est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Et donc je me disais pourquoi, malgré tout, on continue de faire des enfants, et pourquoi ça a un sens de continuer à faire des enfants, etc. Donc du coup, ce personnage, il a vachement été... travailler à partir de ma propre expérience en tant que maman et en tant qu'humain, en fait, de quelle est notre place dans le monde et pourquoi qu'est-ce qu'on veut transmettre à nos enfants, etc. Donc je ne sais pas si c'est le personnage dont je suis le plus fière, mais en tout cas, c'est celui qui m'a valu le plus de travail. Ça, c'est sûr. Pardon. Vous avez parlé de Bulle, mais pourquoi l'avez-vous appelé ainsi? Alors Bulle, c'est une bonne question. En fait, j'aimais bien la polysémie du terme, c'est-à-dire que le fait que ça veuille dire plusieurs choses. Bulle, c'est à la fois la bulle de champagne, quelque chose de léger, quelque chose de plaisant, qui fait penser à la légèreté et au bien-être. Et en même temps, c'est la bulle immobilière, c'est la bulle Internet, c'est la bulle de ce qui va exploser, en fait. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est sur le point d'exploser. Et donc, j'aimais bien le fait que ça soit à la fois quelque chose de très positif et à la fois quelque chose de potentiellement très inquiétant. Parce que c'est un peu l'essence de ce livre. C'est-à-dire que je n'ai pas écrit ce livre pour faire peur et pour dire tout fout le camp, on va tous crever, mais au contraire pour dire on est à la croisée des chemins. On a pris une direction franchement discutable, mais il n'est pas trop tard pour changer les choses et pour inventer une société plus désirable et plus chouette. Et donc Bulle, son prénom incarne un peu ça, c'est-à-dire le fait que le pire et le meilleur sont également possibles. C'est pour ça que d'ailleurs ce livre n'est pas vraiment une dystopie, c'est une dystopie, mais c'est aussi une utopie, parce que il pose les bases, enfin l'objectif de Bulle et de ses camarades dans ce livre, c'est de poser les bases d'une autre société et donc d'une utopie. Donc voilà pourquoi. Et puis aussi, j'aimais bien parce que ça se passe en 2050 et je ne sais pas comment les gens s'appelleront en 2050. Je me disais que Bulle, c'était un terme un peu, enfin c'était un prénom un peu futuriste. Donc voilà. Pourquoi est-ce que vous avez fait un monde si violent? Ben, parce que, en fait, on vit déjà dans un monde très violent, même si aujourd'hui, on en est un petit peu préservé. Enfin, certains d'entre nous en sont préservés, mais la vérité, c'est qu'on vit déjà dans un monde extrêmement violent. Et donc, en fait, j'avais pas l'objectif de décrire un monde violent, mais en fait, en partant de mes points de départ, à savoir, il n'y a plus de boulot, donc on ne peut plus consommer. Donc on peut plus, enfin en gros, tout ce qu'on demande aujourd'hui à l'être humain, il ne peut plus le faire. Aujourd'hui, on lui demande de travailler pour gagner de l'argent, pour consommer. En gros, c'est ce qu'on attend des êtres humains. Et bien si on leur donne plus de boulot, ils ne peuvent plus consommer, et du coup, ils ne savent plus quoi faire. Donc ce sont des conditions où quand on propose rien d'autre à côté, les gens deviennent fous. Et quand les gens deviennent fous, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils tapent. Enfin, on est des animaux, quoi. Donc si on n'a pas des raisons d'être civilisés et de se comporter selon des règles éthiques, etc., et ben, on devient très violent envers son prochain. Donc, l'objectif, ce n'était pas de décrire un monde violent comme ça, ex nihilo, c'était de
de montrer que dans certaines conditions, l'humain devient très violent. Et pour autant, moi je suis absolument persuadée que l'humain a de la ressource et que de la même façon qu'il peut devenir un crétin sanguinaire, il peut devenir quelqu'un de très bien et de très bon et de très solidaire et de très bienveillant. Donc je ne pense pas du tout que le monde soit appelé à devenir ce que je décris quand je décris des choses violentes. Comme je le disais tout à l'heure, je pense au contraire qu'on est à la croisée des chemins et que, effectivement, si on continue et qu'on fait, en gros, comme Trump veut qu'on fasse, ça va devenir n'importe quoi. Et ça va devenir très violent. Parce que l'humain, quand il n'est pas dans de bonnes conditions, il devient très violent. Mais si on réinvente les bases d'une société plus égalitaire, où il n'y a pas 1% de la population mondiale qui détient toute la richesse du monde et le reste qui se dépatouille avec une énorme majorité de gens qui sont très pauvres et qui ne peuvent pas vivre dignement, là, c'est essentiel en fait de réharmoniser tout ça, de redonner du sens, d'attendre des gens autre chose que juste de la consommation. Je pense que les gens ont envie de faire autre chose de leur vie que juste travailler et consommer. Je pense que ça rend très heureux de transmettre, d'être un peu en harmonie avec les gens avec lesquels on vit. On est là dans des sociétés qui sont très individualistes, où on ne considère pas beaucoup les gens autour, etc. Moi, je suis persuadée qu'on peut mettre en place un certain nombre de choses qui font que les gens sont plus apaisés et plus sereins. Donc c'est un monde très violent que je décris, mais pour mieux dire à quel point un monde plus harmonieux est possible. En parlant de consommation, il y a beaucoup de jeunes qui vont au KFC, vous êtes choqués? Il y a beaucoup d'OGM? Non, de jeunes qui vont Ah ouais? au KFC. Non, je ne suis pas choquée. Non, bien sûr que non, je ne suis pas choquée. Parce que je sais qu'ils y vont parce que ça croustille et que c'est bon. Mais le truc, c'est que, évidemment, non, ça ne me choque pas. Ce qui me choque, c'est les gens qui fabriquent la bouffe de KFC. Parce que c'est ultra nocif. Ce qu'on mange quand on va là-bas, c'est archi nocif. C'est de très mauvaise qualité. C'est de la nourriture qui est fabriquée dans des conditions où les animaux sont des espèces de biens de production, on les gave, où c'est juste atroce. Enfin, et en plus, il se trouve qu'on les gave tellement et ils vivent dans des conditions tellement concentrationnaires que du coup, il faut les gaver de médicaments pour qu'ils ne tombent pas trop malades avant qu'on les zigouille pour les manger. Donc nous, on avale tous les médicaments qu'ils ont gobés pendant toute leur vie. Enfin, leur vie, c'est beaucoup dire, mais pendant tout le moment de la production de leur viande. Donc, moi, ce qui me choque, c'est la façon dont c'est produit. C'est pas que les gens y aillent. En revanche, je pense qu'aujourd'hui, on a la chance de vivre à une époque où l'information circule. Alors, il y a plein d'informations qui ne sont pas bonnes et il faut faire le tri, notamment sur Internet. Mais on a quand même énormément accès à l'information. Aujourd'hui, si on veut savoir ce qui se passe, on peut savoir ce qui se passe. Or, aujourd'hui, on peut savoir que typiquement, KFC s'est produit en dépit du bon sens pour faire le plus de sous possible, parce que c'est toujours ça qui est à l'œuvre, et que donc du coup, en mangeant ça, eh ben, on fait le jeu des gens qui produisent, mais nous, on s'intoxique. Donc, ça ne me choque pas du tout que les gens y aillent. J'espère juste que les gens vont s'informer et vont cesser d'y aller, tout simplement. Parce qu'ils vont comprendre que c'est super mauvais pour eux. Et que par ailleurs, c'est super mauvais pour l'environnement. Mais en premier lieu, j'imagine que ce qui intéresse les gens, c'est leur propre santé. Et donc, c'est super mauvais pour eux. Mais typiquement, vous soulignez KFC, c'est marrant parce que, alors dans le monde que je décris là, il n'y a plus de viande. Parce qu'en fait, la viande, c'est une industrie qui est tellement polluante et énergivore que, en fait, dans le monde que je décris, c'est plus possible d'en produire parce qu'il n'y a plus assez d'eau, parce qu'il n'y a plus assez de ressources. Mais il se trouve qu'avant ça, moi, je m'interroge beaucoup. J'aurais pu en parler dans le livre, j'ai pris le parti de dire bah non, c'est fini, on n'y arrive plus, mais moi je m'interroge beaucoup justement effectivement sur l'agroalimentaire et sur le mensonge qu'il y a derrière, parce qu'on nous prend vraiment pour des cons, il faut en être conscient, et on s'intoxique. Pour de vrai, la nourriture telle qu'elle est produite aujourd'hui, à part dans le bio et donc dans des procédés de production qui sont plus respectueux de la nature et de l'humain, c'est catastrophique. Donc c'est tout à fait intelligent de souligner ce point parce que il faisait partie de mes sources d'inspiration quand j'ai écrit ce livre. Moi, j'ai écrit ce livre pour questionner tout ça et pour dire mais c'est n'importe quoi, il faut arrêter les frais parce que là, vraiment, on nous prend vraiment trop pour des cons, en gros. Donc ça ne me choque pas, mais j'aimerais que les gens arrêtent d'y aller pour leur bien et pour le bien de la planète. Mais du coup, c'est quoi votre monde idéal? Bah, c'est un peu...
C'est difficile comme question parce que c'est complexe d'y répondre précisément, mais en gros, le monde idéal, c'est celui que j'ai écrit dans les dernières pages du livre, c'est-à-dire un monde dans lequel, en fait, le travail est redistribué, c'est-à-dire qu'on attend moins des gens de travailler autant qu'on le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart des gens passent la plupart de leur temps à travailler, enfin moi la première d'ailleurs, mais du coup, ils ont pas beaucoup de temps pour réfléchir, pour faire des trucs qui leur plaisent, pour créer, etc. Donc moi, ce que j'imagine dans ce livre, et je ne suis pas la seule à le faire, je me suis inspirée de plein de gens qui ont réfléchi à ça avant moi, c'est un monde où on travaille beaucoup moins, parce qu'on a besoin de beaucoup moins produire, parce qu'on consomme beaucoup moins. Donc on travaille beaucoup moins, on travaille que quelques heures par jour, où l'agriculture, tous les systèmes de production sont relocalisés, c'est-à-dire que ce pas des grosses usines en Chine qui produisent ce qu'on consomme, c'est des trucs à proximité de là où on vit. Et donc ça crée du lien, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on mange, on sait qui produit notre nourriture, on est beaucoup plus reconnecté à l'humain et à la nature et au monde qui nous environne. Dans mon monde idéal, typiquement, la prise en compte de l'environnement est très important parce qu'aujourd'hui, on vit dans des vies, enfin moi en tout cas c'est mon cas, et vivant dans une grande ville, c'est un peu mon cas, où on est déconnecté de l'environnement, de la nature, on n'est plus du tout dans un tout, on est comme ça dans nos villes et dans nos petits appartes et dans nos petites rues, etc. Et puis on ne fait plus du tout partie d'un tout. Donc moi, dans mon monde idéal, pour le caractériser comme ça, j'aimerais que l'être humain trouve davantage sa place sur le globe, quoi, et dans la nature, et qu'il soit plus respectueux de cette nature, et voilà, et qu'il arrête de bouffer n'importe quoi, et qu'il ait plus de temps pour réfléchir. Parce que je pense qu'on vit dans des sociétés où on n'a plus vraiment le temps de réfléchir, et du coup on fait ce qu'on nous dit, un peu comme des moutons. Et je pense que si on donne aux humains les conditions pour réfléchir, il peut advenir des choses très chouettes. Donc voilà, en gros, un monde où on a le temps de vivre, en fait, où on a le temps de réfléchir. C'est ça mon monde idéal. Est-ce que vous auriez gardé l'enfant à la place de... Bulle ? Ouais. C'est une bonne question. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas parce que c'est très flippant le monde dans lequel elle vit. Il est encore beaucoup plus flippant que le mien. Et puis moi, j'ai décidé de faire un enfant, donc c'est pas la même configuration. Mais oui, probablement parce que je me dis que comme elle a très envie en fait d'avoir cet enfant et qu'elle est très amoureuse de son compagnon, je me dis qu'en le gardant pas, quelque part, on renonce et on se dit que l'humanité va crever et que nous aussi. Enfin, du coup, c'est pas très réjouissant. Donc je me dis oui, probablement, je l'aurais gardé aussi et j'aurais fait la même chose. Du coup, j'aurais fait en sorte de justifier cette décision en me battant à mon échelle pour voir advenir un monde un peu plus vivable. Mais elle est très courageuse. Elle est beaucoup plus courageuse que moi. Bulle, elle fait les choses. Moi, j'écris des trucs dans mon coin, c'est confort, hein, ma chambre, elle est très confortable. Elle est dans un monde qui est très hostile, et elle y va. Mais oui, je l'aurais gardé. Je l'aurais gardé parce que pas le garder, ça voulait dire qu'on pensait que la fin de l'humanité était proche et que c'était pas grave. Or, moi, je suis à la fois très misanthrope, parfois je déteste les gens, et en même temps, je suis très philanthrope. Je trouve que l'humain est capable de choses merveilleuses, donc j'ai pas envie que la race humaine s'éteigne. Ça me ferait chier, ça serait cool quand même que ça dure encore un peu. Mais il faudrait que ça se passe dans de meilleures conditions, parce que là, la race humaine fait vraiment super n'importe quoi, il faut en être conscient. Voilà. Et est-ce que vous pensez vraiment que le futur, ce sera comme dans votre livre ? Non, je pense pas. Enfin, en fait, je l'ai justement écrit, pas du tout comme une prophétie, mais comme... une espèce de base de réflexion pour penser l'avenir. C'est-à-dire que j'ai parlé du pire pour montrer comment le meilleur était également possible. Donc je ne pense pas du tout que ce que je décris va advenir. Si c'était le cas, je serais terrorisée parce que moi je me suis reproduite, j'ai une petite fille qui a 3 ans, ça m'emmerderait vraiment de me dire que ce qui l'attend c'est ce que je décris. Pour autant, je suis assez lucide et je sais que ce qui nous attend, ça va être assez raide. C'est-à-dire qu'il faut être conscient quand même que la crise environnementale va avoir des conséquences assez palpable dans nos existences à tous. Donc ça va être un peu tendu, il va y avoir des petits moments de stress, hein, je ne vous le cache pas, c'est sûr, mais
Je pense que justement, on est à un moment où on peut inventer d'autres choses, et je pense que le changement viendra de nous, viendra des citoyens, avant de venir du politique. Parce que le politique, pour plein de raisons, ils sont très court-termistes, ils veulent se faire réélire, etc. Donc du coup, ils ne prennent pas les décisions qui sont bonnes sur le long cours. Moi, je pense que les bonnes décisions viendront de la base, viendront des citoyens. Et puis, elles seront ensuite relayées par le pouvoir politique. Mais je pense qu'il ne faut pas négliger l'impact et la puissance que chacun de nous avons. C'est-à-dire que c'est nous qui faisons le monde, c'est nous qui décidons de ce qu'on achète, de ce qu'on n'achète pas, de pour qui on vote, etc. Donc chacun de nous, même si on a l'impression que c'est 3 fois rien parce qu'on est 7 milliards et que finalement, nous, tout seuls, on ne vaut pas grand-chose, eh ben c'est faux. Chacun de nous, en fait, c'est nous qui décidons des règles du jeu. Donc je ne pense pas que ce qui nous attend, c'est ce que j'ai décrit. Je pense que c'est à chacun de nous de décider que ce n'est pas ça qui nous attend et qu'on peut faire autrement. Donc moi, j'espère, mais fervemment, qu'il va y avoir un sursaut collectif, et c'est déjà un peu le cas. Il y a plein de gens qui se bougent pour que les choses soient autrement. J'espère vraiment qu'il va y avoir un sursaut collectif de chacun de nous pour que, finalement, l'utopie que je décris advienne plutôt que le cauchemar que je décris en premier. Mais je suis très optimiste. Je le précise parce que parfois, des lecteurs me disent « Oh là là, mais c'est très dur, ce que vous décrivez et tout ». Je dis « Oui ». C'est vrai, et en même temps, c'est pas très... peut-être que si ça vous fait autant flipper, c'est parce que c'est assez proche de ce qu'on vit actuellement. On n'est pas très éloigné en termes de matraquage publicitaire, en termes de problèmes de pollution atmosphérique, en termes de problèmes de perturbateurs endocriniens, etc. Tout ça, c'est déjà là. Donc oui, ça fait un peu peur, mais ça fait un peu peur parce que c'est déjà là. Et en même temps, ce que je décris, c'est pas... je suis pas en train de dire, bah, c'est comme ça et c'est pas autrement, et je suis désolée, c'est un peu affreux. Hein. Pas du tout, moi j'écris pas des livres pour faire peur aux gens et pour leur dire que tout est foutu. J'écris des livres pour proposer des pistes de réflexion et pour dire que rien n'est une fatalité. En fait, moi je suis persuadée, je suis pas du tout fataliste. Et donc je suis très optimiste. Je suis lucide, je suis consciente que le monde dans lequel on vit est hyper violent et a pris de très mauvaises directions. Mais je suis persuadée que ça peut changer. Donc c'est un livre optimiste. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai voulu. Pourquoi n'avez-vous pas laissé Jeanne vivre avec sa fille? Ah, c'est une bonne question. Parce qu'en fait, dans le monde que je décris, ça ne se fait pas du tout. Et c'est déjà un peu le cas. Si vous voyez, très souvent, en France, c'est pas si courant d'accueillir une personne très âgée. Malheureusement, ça se fait de moins en moins parce que c'est compliqué, parce que les gens travaillent, parce qu'il faudrait une aide parfois à domicile parce que la personne n'est plus capable de s'occuper d'elle, etc. Et donc ça coûte trop cher et tout, et donc on les met dans des maisons de retraite, quoi. Et très souvent, on a tendance à évincer comme ça le grand âge, on ne veut pas le voir. Bon, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Et donc Jeanne, elle peut pas... déjà parce que culturellement, ça ne se fait pas. Donc du coup, probablement, elle n'a pas l'idée de prendre sa mère avec elle. Et puis parce que sa mère, en fait, a un peu décidé, c'est elle qui a un peu décidé de s'enfermer dans sa folie et dans une espèce d'asile. Mais c'est une bonne question parce qu'effectivement, elle aurait pu le faire. Et d'ailleurs, elle envisage de le faire. En revanche, quand elle décide de partir, elle veut partir avec sa mère. Donc ça prouve que quand elle commence à réfléchir à la société autrement, elle décide de prendre sa mère avec elle. Donc elle ne la prend pas parce que les conditions dans lesquelles elle vit n'ont pas permis que cette hypothèse soit envisageable de prendre sa mère avec elle. Mais dès qu'elle réfléchit autrement, en dehors des catégories qu'on attend d'elle, elle se dit qu'elle va prendre sa mère avec elle. Donc, mais c'est une bonne question parce que c'est vrai que c'est bizarre de voir quelqu'un qu'on aime et qui vous a élevé. Bon, en l'occurrence, elles ont des rapports un peu difficiles, mais de le savoir à distance et puis dans une espèce de mouroir. Donc c'est tout à fait sain, effectivement, de se demander pourquoi on ne prend pas avec nous les gens qui vieillissent et qui deviennent fragiles. Ouais. Alors j'ai lu dans une interview que vous avez travaillé dans le milieu de la télévision. Ouais. Qu'en pensez-vous de ce milieu? Qu'est-ce que je pense de ce milieu? Bon, j'ai pas travaillé très très longtemps. J'ai travaillé... j'ai fait de la télé et de la radio pendant environ 2 ans, donc c'est pas beaucoup. Mais je pense que c'est un milieu qui rend un peu fou. Je pense que
c'est un milieu où les gens sont beaucoup... Mais, en fait, je pense que c'est un milieu comme un peu tous les autres milieux, c'est-à-dire que les gens sont sous pression à mort. Ils ont des impératifs d'audience, de rendement, etc. Il faut être bon, il faut être performant. Et la différence, c'est qu'en plus, on engage son identité parce qu'on vend son image, quoi. On est à l'écran, etc. Donc, je pense que ça rend très fébrile et on a peur de sauter, on a peur d'être évincé, on a peur de plus être... à la télé, ce n'était pas mon cas parce que moi, je travaillais, j'étais pas à l'écran, je travaillais derrière et ça m'allait très bien. Mais je vois un peu la pression qu'il y a chez les gens qui engagent leur image professionnellement, etc. Je pense que ça rend assez fébrile, quoi. Ça joue sur l'ego et tout ça, et donc ça rend assez fébrile. Après, il y a des gens très bien comme partout. C'est un milieu où il y a des gens drôles et des gens imbus d'eux, mais un peu comme partout, quoi. Je pense que moi, j'ai écrit mon premier livre sur ce milieu-là parce que c'était celui que je connaissais. Et puis parce que l'écrivain Céline a dit un jour, enfin, dans une interview, on n'écrivait jamais aussi bien que sur ce qu'on connaissait. Donc moi, quand j'ai commencé à écrire, ça m'a vachement marqué. Je me suis dit, bon, pour un premier roman, ça m'impressionnait beaucoup d'écrire. J'avais peur de ne pas y arriver. Donc je me suis dit, autant écrire sur un truc que je connais. Et puis donc j'ai écrit sur ce milieu-là. Mais en fait, en écrivant sur ce milieu-là, l'idée, c'était vraiment de parler du monde du travail. Parce qu'en fait, le monde de la télé, c'est juste le monde du travail comme partout ailleurs. Juste ce qui est marrant, c'est qu'il y a certaines choses qui sont... un peu plus exalté, justement parce qu'on engage son image, etc. Mais sinon, c'est pareil qu'ailleurs, en fait, le milieu de la télé. Et ce que j'en pense, c'est qu'il est violent et mesquin, parfois, comme n'importe quel autre milieu. Voilà. Pour vous, aujourd'hui, qui sont les rebelles? Ah, les rebelles, il y en a plein. Il y en a plein, je pense que... vous voyez, ça s'appelle la désobéissante parce que ça aurait pu s'appeler la rebelle, hein, c'est vraiment la même idée, la notion de rébellion. Et je crois que la désobéissance ou la rébellion, elle peut s'exprimer dans plein de domaines. C'est-à-dire, il ne s'agit pas forcément d'aller dans la rue et de crier très fort pour être un rebelle ou bien de braquer des banques ou j'en sais rien. Et je pense que la rébellion, elle s'exprime dans le quotidien. Par exemple, en décidant de ne pas jouer le jeu de la consommation à mort, en décidant que non, je ne vais pas changer mon portable tout le temps parce qu'il y a une promo spéciale Noël, machin, parce que mon pote en a un qui brille plus que le mien, etc. Je pense que ça commence là, en fait, la désobéissance et la rébellion. Ça commence en n'acceptant pas ce que la société attend de vous. Donc, ça veut dire consommer en son âme et conscience, en sachant pourquoi on le fait et en ne se laissant pas manipuler par ce qu'on attend de vous. Ça commence en prenant le temps de réfléchir, de se demander ce qu'on fait là, tout simplement, de se demander ce qu'on a envie de faire de sa vie, de ne pas suivre en fait ce que la société attend de vous. Et la société, ça prend plein de formes. Ça peut être le discours ambiant, ça peut être la famille, ça peut être les amis, etc. Il y a toujours plein de gens qui pensent savoir mieux que vous et qui pensent vous dire dans quelle direction il faut aller. Moi, je pense que la rébellion et la désobéissance, elles s'expriment dès qu'on se fie à son libre arbitre et à son idée de la vie et de ce qu'on veut faire. Et je pense que c'est en exploitant ce genre de choses que la société ira mieux. Parce que si aujourd'hui tout le monde est en train de foncer dans le mur comme c'est le cas, c'est parce que tout le monde fait un peu pareil, parce qu'il y a une espèce de mimétisme qui fait qu'on est tous un peu dans des rangs et que la société nous assigne des rôles et qu'on va rester dans ce rôle parce qu'on a l'impression qu'on est coincé là-dedans. Moi, je crois que la rébellion et la désobéissance, elles s'expriment dès qu'on décide de ne pas jouer le rôle que d'autres ont décidé pour vous. Et que finalement, il y a des circonstances dans lesquelles c'est plus difficile que d'autres de décider du rôle qu'on veut jouer, mais en tout cas, c'est toujours une forme de rébellion de se poser la question. Donc les rebelles d'aujourd'hui, c'est tout plein de gens. C'est des gens qui ont décidé de ne pas faire le boulot qu'on avait demandé, leur famille leur avait décidé pour eux qu'ils fassent. C'est les gens qui plaquent leur boulot pour devenir maraîchers et faire des légumes bio je ne sais où. C'est ceux qui décident d'embrasser une carrière artistique alors qu'on leur dit que ça ne marchera jamais et qui gagneront jamais leur vie. Et voilà, c'est des gens aussi, et ça c'est des gens qui me passionnent, c'est des gens qui s'investissent pour ce qu'on appelle la désobéissance civile. Donc la désobéissance civile, c'est le fait
de faire des choses qui sont à la frontière de l'illégalité, mais en l'occurrence pour de bonnes raisons, et donc c'est la désobéissance civile au service du climat. En fait, il y a tout un courant de gens qui mènent des actions de désobéissance pour alerter la société sur les dérives du climat, enfin vis-à-vis du climat, etc. Et donc par exemple, ils vont s'enchaîner devant des mines de charbon, parce que le charbon est le combustible le plus polluant au monde et qu'on devrait fermer toutes les mines maintenant et pas attendre 25 ans ou je ne sais. Et donc ils vont s'enchaîner, etc., devant des mines de charbon, etc., pour alerter, pour dire il faut arrêter les frais, etc. Et eux, ils mènent plein d'actions qui sont souvent assez joyeuses et assez marrantes. Et eux, par exemple, c'est des rebelles à mon sens, et je les trouve super enthousiasmants. J'ai une approche de la rébellion et de la désobéissance hyper joyeuse, en fait. Moi, je trouve ça hyper chouette de désobéir, et c'est pas forcément synonyme de violence ou de quelque chose d'illégal et de très mal. Je crois que la désobéissance, enfin voilà, comme je vous le disais, ça s'exprime dans plein de champs. Je réponds hyper longuement à chaque fois, je suis désolée, je suis hyper bavarde. Peut-être Hippolyte Fontaine, peut-être, ouais. Quel endroit vous donne le plus d'inspiration pour écrire? Quel endroit vous donne le plus d'inspiration pour écrire? Moi, j'aime bien écrire dans des cafés. J'aime bien écrire dans des cafés parce que j'aime bien qu'il y ait du mouvement et du bruit. Donc j'ai écrit ce livre-là, je l'ai écrit beaucoup dans un endroit à Paris qui s'appelle La Recyclerie, qui est chouette, où il y a de la bonne musique et des gens qui travaillent. Du coup, ça me motive parce que je vois que des gens bossent autour de moi, donc ça m'oblige à travailler aussi. Et non, ouais, j'aime bien ça. Et sinon, si j'étais un peu plus libre, c'est-à-dire si j'avais pas d'enfants, j'aime bien le contact de la nature pour écrire. J'aime bien écrire dans des endroits très calmes. Soit en fait l'agitation des cafés parisiens, soit le calme d'endroits un peu reculés à la montagne ou au bord de la mer. Mais ça m'arrive pas trop parce que j'ai une petite fille, donc je peux pas partir où je veux quand je veux. Mais voilà ce qui m'inspire. Voir des grandes perspectives, voir la mer, voir tout ça, ça aide. Je crois que ça aide beaucoup à libérer l'imagination. Oui. Pourquoi avez-vous intégré l'idée de l'exilox dans votre roman? Eh bien, en fait, l'exilnox, je l'ai intégré parce que je me disais, dans un monde où on est censé travailler et consommer, on peut plus, et où en fait, voilà, on vit dans des sociétés où, depuis toujours, l'homme a besoin de se divertir pour pas penser à la mort, parce que ça le fait flipper. Hein? Là, je me demande pourquoi vous vous cachez derrière votre copain, parce que c'est vous qui m'avez posé la question. Ah, ok. Non, je dis, on a besoin de se divertir parce que l'homme, depuis toujours, a peur de mourir. Il fait partie des seuls animaux qui est conscient qu'il va mourir et ça le fait complètement flipper. Du coup, il est obligé de se divertir, il est obligé de faire des trucs qui font qu'il n'y pense pas. Le problème, c'est que aujourd'hui, ce qui fait qu'il n'y pense pas, c'est des trucs qui fait qu'il ne pense pas du tout, quoi. Très souvent, on n'a vraiment pas le temps de penser. On est dans des sociétés où tout va très vite et on n'a plus du tout le temps de réfléchir. Et donc, en fait, l'exilnox, c'est une solution qui a été proposée par le pouvoir en place pour que l'homme ne soit plus capable de se projeter dans l'avenir et donc d'avoir peur de sa propre mort. Donc voilà pourquoi je l'ai intégré, parce que c'était pour montrer à quel point la société que j'imaginais ne proposait pas de solution intéressante. C'est-à-dire que plutôt que de dire, bon, bah, on va imaginer autre chose, on va proposer un autre projet qui permettrait aux hommes d'être plus créatifs, de s'inscrire de manière plus active dans la société, etc., bah, on va les abrutir avec une drogue, en fait, qui fait qu'ils ne sont pas capables de se projeter. Donc c'était une façon de dire l'inanité, enfin la bêtise, en fait, du système en place que je décris. Et par ailleurs, il faut savoir que ce type de drogue, on le retrouve dans d'autres livres de science-fiction, comme dans Le meilleur des mondes, ça s'appelle le soma, je crois. Mais c'est ça, vous vous en souvenez ou pas? Je crois que dans Le meilleur des mondes, ils prennent un truc qui s'appelle le soma et qui a à peu près les mêmes propriétés, c'est-à-dire, en gros, ça abrutit, quoi, ça endort.
Donc voilà pourquoi je l'ai mis. Je l'ai mis pour dire à quel point la société que je décris est une société de mort, puisqu'on propose rien, on propose juste d'abrutir les foules. Voilà. C'était une incarnation de l'abrutissement des masses qui aujourd'hui passe, enfin c'est une métaphore, aujourd'hui ça passe par la télévision, la pub, le fait que il y a un truc qui cherche à hypnotiser les gens, quoi. Voilà. Quelle a été la plus grande difficulté pour écrire ce livre? Je sais pas, je crois que la difficulté a été, en tout cas pour mon expérience, elle ne vaut pas pour celle de tous les auteurs évidemment, mais la difficulté a été un peu la même pour tous, c'est juste d'aller au bout. Parce que quand on écrit, il y a un côté un peu... on a un peu l'impression d'être au pied d'une montagne quand même. On est là, on a un projet, personne ne vous attend. Enfin, sauf quand on est Michel Houellebecq et qu'on vend 1 million de livres, là il y a votre éditeur qui vous attend avec un gros chèque et qui a bien l'intention que vous vous dépêchiez parce que vous allez lui rapporter beaucoup d'argent. Mais dans le cas de la plupart des auteurs, quand on écrit parce qu'on a un désir voilà, personnel de dire quelque chose et d'être lu, etc. Mais on n'est pas attendu. On est sur un exercice hyper solitaire où en gros personne ne vous attend vraiment. Et donc, on est là face à sa page blanche, et puis il faut commencer à le noircir et tout ça. Et je le fais, mais il y a toujours des moments de déception où on ne se trouve pas à la hauteur de ce qu'on voulait faire, où on se dit mais à quoi bon, et puis je suis qui pour parler de ça. Et donc, c'est des moments de découragement qu'il faut outrepasser. Et donc, c'est toujours ça la plus grande difficulté dans l'écriture, c'est d'outrepasser ces moments d'affliction. Mais ce qui est marrant, c'est que en fait, maintenant, comme ça fait plusieurs années que je fais ça, j'ai rencontré beaucoup d'auteurs, parce que je fais des salons, etc. Et donc, je rencontre des gens qui font le même métier que moi. Ça m'a permis de dédramatiser ce truc-là, parce qu'en fait, on passe tous par là. Et même, la plupart du temps, ils me disent que c'est très mauvais signe quand on se trouve vraiment bon tout le temps. Que généralement, ça veut dire que c'est pas bon ce qu'on fait. Et que c'est normal qu'il y ait des moments où on trouve ça super nul et où on a envie d'arrêter. Mais la plus grande difficulté reste quand même ça, de passer outre ces moments où on se dit mais à quoi bon, et puis ça paraît long, etc. Moi, c'est pour ça que je travaille avec des plans. Moi, j'écris des synopsis avant, comme au cinéma. Au cinéma, avant qu'il y ait un scénario, il y a un synopsis. Donc en gros, c'est le scénario sans les dialogues, où juste on dit ce qui se passe. Et moi, je fais ça, je fais des séquenciers en fait. C'est des trucs où j'écris par séquence ce qui se passe. Et donc ça s'écrit assez vite, du coup, puisqu'il n'y a pas de style, c'est juste très factuel. Et donc ça me permet d'avoir une espèce de guide tout au long de l'écriture qui fait que je ne me perds pas. Mais ça n'exclut pas le fait de prendre des chemins qu'on n'avait pas prévu de prendre, etc. Et après, on adapte le séquencier et tout ça. Mais ça permet d'avoir un cap qui fait que dans les moments où on se dit « c'est nul », eh ben on continue quand même parce qu'il y a un plan qui dit ce qu'on est censé écrire ensuite. Donc la plus grande difficulté pour moi, c'est toujours ça. Et pour autant, j'ai pas le problème de la page blanche. C'est ça qui est marrant. Moi, j'ai jamais le truc où je sais pas quoi écrire, puisque comme j'ai toujours mon plan, je sais où je vais. Mais en revanche, il y a des moments où j'ai la flemme, ou la flemme, quoi. La flemme pour l'écrivain, c'est terrible. C'est hyper prégnant. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est ça la plus grande difficulté. Qui est Nine, à qui vous avez dédié le livre? C'est ma fille. C'est ma fille, elle aura 3 ans en février. Et je lui ai dédié ce livre parce que c'est un peu elle qui me l'a inspiré, parce que j'espérais proposer, ou en tout cas dire à quel point un monde plus éthique et plus intéressant était possible. Et c'est vraiment le monde que j'espère voir advenir pour elle. Parce que vous verrez que c'est assez flippant quand on a des enfants, si on en a. Parce que moi, quand elle est née, je me disais, elle était toute toute jolie, toute pure, toute fragile. Je la trouvais sublime et je me disais, mais à côté de ça,
le monde est tellement moche, quoi, et parfois il est tellement violent, et donc ça me faisait flipper la possibilité de cette confrontation entre ce petit être qui était si fragile et ce monde que je trouvais si inquiétant. Et donc j'ai écrit pendant qu'elle grandissait. Et en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que quand un enfant grandit, on voit qu'il prend de la masse, il prend de la force, et donc j'ai plus du tout ce sentiment quand je la regarde de « Oh, c'est horrible, le monde est si violent et elle si fragile ». Moi, je vois qu'elle est forte, et qu'elle va être forte, et que je lui transmets des trucs pour être forte et pour pas se laisser écrabouiller par le monde quand il sera violent avec elle. Et donc du coup, ce livre, il s'est construit un peu en même temps que sa croissance de jeune enfant, mais sa croissance quand même. Et donc, c'était normal de lui dédier parce que je l'ai écrit, c'était le premier livre que j'écrivais en étant maman, et puis je l'ai écrit pour elle, parce que j'écris pas pour ma fille, mais j'ai écrit en tout cas le monde que j'espère voir advenir pour elle. Voilà. Actuellement, les jeunes sont accros et dépendants de leur smartphone. Qu'en pensez-vous? Je pense que personne n'y fait vraiment exception. Il n'y a pas que les jeunes. Hein. Moi-même, j'ai beau être très critique, je vois bien que parfois je le regarde, je ne sais même pas pourquoi. Parfois, je veux regarder l'heure et puis je me retrouve sur Facebook et je me dis mais qu'est-ce que je fous là? Je vais juste regarder l'heure. Donc il y a une espèce d'attraction qui est hyper difficile à combattre. Et ce que j'en pense, c'est que donc ça ne concerne pas que les jeunes, ça concerne la société entière. Enfin, à l'exception des personnes âgées qui ne savent pas se servir d'un smartphone, mais sinon ça concerne la société entière. Et je pense que c'est très toxique. Et j'en parle beaucoup dans le livre, en poussant le curseur où les réseaux sociaux sont devenus carrément... Enfin là, il y a des mondes virtuels, des mondes parallèles, etc. dans le livre que j'ai écrit. Mais je pense que ça fait typiquement... C'est un peu l'exilnox, quoi. Quand je répondais à votre camarade tout à l'heure, je disais l'exilnox, c'est une métaphore qui vise à parler de tout ce qui nous hypnotise et de tout ce qui nous manipule. Eh bien, la publicité, la télévision et les réseaux sociaux en font partie. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bonnes choses. Moi, je ne rejette pas du tout Internet en bloc. Internet, c'est fantastique. Ça a créé des avancées exceptionnelles. Ça permet de transmettre le savoir très facilement. Enfin, c'est génial. Hein. Je ne suis pas du tout technophobe et je ne suis pas du tout en train de dire que tout est mal et qu'il faut tout rejeter en bloc. En revanche, c'est vrai que l'addiction au smartphone, c'est hyper délétère parce que ça nous détourne de la pensée, tout simplement. Et ça fait en sorte que... Moi, ce qui me fait halluciner, et ça arrive tout le temps, et j'imagine que ça vous arrive à vous aussi, mais c'est quand je suis au restaurant et que je vois des gens, et ça peut être soit un couple, soit une famille, soit des amis, qui sont ensemble et qui sont sur leur truc et qui ne se parlent pas pendant un quart d'heure, 20 minutes, parfois plus. Et je me dis, mais c'est fou, pourquoi vous êtes ensemble? Vous parlez même pas. Et parce qu'ils sont en train de checker ce que l'autre a dit. Enfin, ils sont dans un monde qui est virtuel et parallèle. Et donc, je me dis, ça questionne quand même beaucoup de choses sur le fait que ça nous rend un peu zinzin, quoi. C'est quand même dingue, quoi, d'être en présence d'un ami qu'on a décidé de voir, puisqu'on est là, ou d'un amoureux et d'une amoureuse, et de ne pas être avec lui. Donc, du coup, les smartphones, je pense que... c'est un outil génial, j'en ai un, je suis très contente d'en avoir un, mais je pense qu'il faut une vigilance énorme pour en faire un usage cool. Je pense qu'on en a des usages complètement foufou. À quel public s'adresse pour vous ce roman? J'espère au public le plus large. Moi, j'essaye d'écrire vraiment pour le plus grand nombre. Pas pour être immensément riche, quoique c'est cool si ça arrive, mais pour vraiment toucher le maximum de public parce que j'ai l'impression que la littérature devrait être absolument démocratique. Je pense que n'importe qui peut lire, n'importe qui peut tomber là-dedans. Il faut juste avoir... eu un jour le bon livre entre les mains qui donne envie d'en ouvrir d'autres, mais moi, la littérature, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Je trouve que c'est une source de liberté énorme, parce que quand on lit et qu'on découvre d'autres vies, d'autres façons de penser, d'autres mondes, d'autres contrées aussi, on voyage aussi quand on lit, et on peut lire des trucs qui se passent à des milliers de kilomètres, etc. Ça permet de sortir de son petit soi un peu étriqué, et donc de s'ouvrir au monde et de découvrir plein de trucs. Et donc je trouve ça hyper épanouissant. Et je pense que la littérature n'est pas quelque chose qui est destiné à un public en particulier. Je crois un bon livre devrait avoir une portée hyper universelle et devrait toucher n'importe qui. Donc il s'adresse vraiment à tout le monde. Après, c'est pas un livre pour les enfants, quoi, mais parce qu'ils ne capteraient pas et parce qu'il y a des trucs un peu vite fait, un peu violents, mais
Mais j'espère vraiment que ça peut toucher n'importe qui, issu de n'importe quelle région, de région francophone, puisque c'est en français, ouais, issu de n'importe quel milieu et tout. Il n'y a pas de cible, voilà, du tout. Enfin, en tout cas, c'était pas mon ambition de m'adresser à une cible en particulier. Le directeur de la chaîne d'information dans le roman ressemble-t-il à quelqu'un que vous avez croisé? Non. Non, il ressemble à personne en particulier. C'est vraiment l'archétype du jeune con à mes yeux. Donc j'ai vraiment... je me suis dit, tiens, à quoi ça ressemble un jeune con? Et puis voilà, je me suis dit, bah ça. Donc je me suis pas inspirée de quelqu'un que je connaissais. C'était vraiment quelqu'un d'exaspérant et de très suffisant et de très content de lui. Et donc j'ai juste pris ces caractéristiques et je les ai mises ensemble. Et après, voilà, c'est vraiment l'archétype de quelqu'un de déplaisant à mes yeux. Mais c'est pas quelqu'un que je connais, mais il y en a plein, hein, des gens déplaisants. Pourquoi le personnage de Théophile est décrit comme quelqu'un de perdu et de nocif? Est-ce que c'est une représentation de nous dans l'avenir? De qui? Le personnage de Théophile. Ouais, mais c'est une représentation de quoi dans la ville? De vous? Dans le futur, par exemple. Des humains qui deviendraient comme lui? Ouais. Non, parce que justement, en fait, Théophile, il fait partie... Théophile, c'est l'une des possibilités. C'est-à-dire que, oui, il incarne une partie de la population qui est devenue zinzin. Mais il y a aussi des bulles, il y a aussi des... Enfin, tout le monde ne devient pas comme lui. Mais effectivement, là où vous avez raison, c'est qu'il incarne la déperdition de l'homme qui ne sait plus pourquoi il est là, qui ne sait pas ce qu'il fait avancer, qui ne sait pas ce qui lui fait plaisir. Théophile, il a perdu le goût du plaisir et de la joie, en fait, d'être là. Et c'est-à-dire que même la drogue, qui peut être un plaisir, et ben dans son cas, il prend de la drogue de manière... Enfin, tout est hyper triste, quoi, dans son cas. Et je ne dis pas que la drogue, c'est bien, attention. Mais disons le vin, par exemple. Le vin, ça peut être un plaisir. Et puis, voilà, lui, il a une approche de la chose qui est hyper triste. Et donc là où vous avez raison, c'est qu'il n'incarne pas toute l'humanité, mais il incarne effectivement cette humanité qui a perdu le goût de vivre, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que je me suis demandé ce que c'était que quelqu'un qui vraiment avait perdu tout espoir et toute joie d'être au monde. Et ça donne ça. Ça donne un mec qui est effectivement un peu un déchet, parce qu'il ne prend plus du tout soin de lui, parce qu'il est super violent, il ne sait pas pourquoi. Et donc, vous avez absolument raison, c'est l'incarnation d'un truc, mais ce n'est pas l'incarnation de toute l'humanité. Mais c'est l'incarnation de l'homme perdu, effectivement. Là. Pour vous, écrire, c'est un métier ou c'est un loisir? Ah, c'est un métier. C'est un métier. Alors, ça suffit pas à me faire vivre. Donc, d'un point de vue pratico-pratique, il faut une activité complémentaire pour que je puisse vivre. Mais c'est un métier parce que, d'abord, parce que ça me prend beaucoup de temps, parce que c'est une priorité pour moi. C'est-à-dire que mon activité d'écrivain, à mes yeux, est celle qui revêt le plus d'importance dans ma vie. Et puis, c'est un métier parce que j'observe que je me professionnalise au fil des livres. C'est-à-dire que, en fait, plus on pratique quelque chose, quelle qu'elle soit, que ce soit la natation, la flûte à bec ou l'écriture, eh ben, on s'améliore et on se en l'occurrence, moi, j'ai l'impression de me professionnaliser, d'apprendre un métier, tout comme j'ai appris le journalisme en le pratiquant. Donc, du coup, c'est un métier et c'est... mais vraiment quelque chose d'essentiel pour moi. C'est-à-dire que je suis pas très bien quand j'écris pas, quand j'ai pas de projet d'écriture, je me dis alors je suis pas en train de dire que je vis pour ça et ça, parce qu'il y a toute une mythologie de l'écrivain un peu agaçante où ils sont là, s'ils écrivent pas, ils meurent. Je dis pas que je meurs si j'écris pas, mais en revanche, il manque un truc, quoi. C'est hyper important d'avoir un projet d'écriture en cours.
Quelles études avez-vous faites et pourquoi vous êtes devenue écrivaine et préférez-vous d'ailleurs qu'on vous dise écrivain ou écrivaine? Alors ça, c'est une vaste question. Je ne sais pas trop quoi faire de ça. Moi, je trouve qu'écrivaine, ça sonne pas très bien. Mais c'est une question d'habitude. Et probablement, si c'était rentré dans le langage courant comme romancière il y a longtemps, ça ne me choquerait pas. Aujourd'hui, écrivaine, je trouve qu'on entend vachement veine. Le côté c'est vin, alors qu'on dit vin, écrivain, c'est vin. Mais enfin bon, bref, j'aime pas trop le terme. Je le trouve pas très joli, disons qu'il m'écorche un peu les oreilles. Mais pour autant, je suis féministe et je trouve que c'est peut-être bien de féminiser voilà, les termes. Peut-être que c'est important pour que le féminisme rentre dans la société, que ça passe par le langage. Moi, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de me définir en tant qu'écrivaine pour être féministe. Donc je dis romancière souvent, je dis auteur. En fait, j'évite le terme écrivain, écrivaine comme ça. Voilà, romancière et auteur, ça me va. Mais peut-être qu'il faut féminiser les mots, c'est possible. Je n'ai pas encore un avis très tranché sur la question. Et sinon, j'ai fait des études de lettres, voilà, à la Sorbonne, à la fac. J'ai fait un peu tout mon cursus là-bas. En fait, au début, pour rassurer, mon père, il voulait que je fasse une école de commerce et tout ça, et puis moi, je voulais pas. Et donc, pour le rassurer, j'ai pas arrêté de l'endormir en lui disant « Non, mais t'inquiète, je passerai un concours en licence et tout, je ferai autre chose. » Et puis, en fait, les années passées, et je restais dans mon truc et je suis allée jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à un master. Alors, j'ai quand même passé un concours à la dernière année, c'était un master pro, mais toujours à la Sorbonne et toujours en lettres modernes. Et donc, là-bas, j'ai appris qu'est-ce que j'ai appris en fait à lire, mais je savais déjà lire, mais j'ai appris à décortiquer des œuvres, j'ai appris, voilà, je sais pas si, enfin je pense pas du tout qu'on ait besoin de ça, et d'ailleurs la preuve c'est que la plupart des écrivains n'ont pas forcément fait d'études de lettres, mais je sais pas ce que ça m'a appris ensuite en tant qu'auteur, mais en revanche je sais que c'était génial parce que je faisais des études que j'adorais, c'est-à-dire que moi j'aimais tellement lire que du coup, devoir travailler, enfin passer mon temps d'étudiante en lisant, c'était cool, quoi. Donc voilà pourquoi j'ai fait ça. Et la question, c'est pourquoi je voulais devenir écrivaine. Et ben parce que en fait, j'aimais tellement lire, mais vraiment j'aimais tellement ça, j'aimais tellement ce que ça me faisait, qu'au bout d'un moment, j'ai eu envie d'écrire à mon tour pour essayer, à mon humble niveau, de provoquer cet effet chez d'autres. L'effet du plaisir de voir qu'on n'est pas tout seul à penser un truc, de se dire ah, c'est exactement ça, mais oui bien sûr. Et la littérature, je trouve que ça permet de réfléchir avec un, je sais pas, il y a un lien très humain. C'est pas comme un essai, j'en lis des essais, mais les essais c'est très théorique et tout ça, il y a une espèce de distance. La littérature, il y a un truc plus viscéral que j'adore, et donc voilà, j'avais envie de m'en parler de ça. Et puis aussi en fait, j'ai commencé ma carrière en tant que journaliste, et donc je préparais des interviews souvent pour la femme pour qui je travaillais, qui interviewait des écrivains. Et puis moi-même ensuite j'ai interviewé des écrivains, et au bout d'un moment je me suis dit mais moi j'en ai marre d'interviewer des écrivains, quoi. Je veux qu'on m'interviewe. Enfin, c'était pas du tout égotiste, mais ce que je veux dire c'était moi aussi j'ai des choses à dire en fait. Et du coup c'est né un peu comme ça, parce qu'au début moi quand j'étais ado j'écrivais pas du tout. Je ne m'autorisais pas du tout à penser qu'un jour j'écrirais des livres, parce que je trouvais ça très intimidant, parce que je pensais que j'en étais pas capable. Je sais pas, j'arrivais pas à imaginer ça. Et puis en fait, c'est vraiment au contact, en ayant fait des lettres, etc. Et puis ensuite, en interviewant des écrivains et tout, au bout d'un moment, je me suis vraiment dit, mais tiens, moi, j'aurais pas répondu ça à cette question. Moi aussi, j'ai envie de dire des choses sur le monde. Donc j'ai écrit pour dire des choses sur le monde, en fait. J'ai commencé comme ça, pour parler du monde et des gens, et pour essayer de faire émerger, encore une fois très, très humblement, hein, mais de faire émerger des questionnements chez les lecteurs. Parce que ça m'a tellement apporté que j'avais envie d'essayer de le faire à mon tour. Voilà. Quel est votre avis sur les dystopies destinées aux adolescents, comme Hunger Games, Divergente ou Labyrinthe? Bon alors, je suis un peu embêtée parce que j'en ai vu aucun des trois. Ouais, je sais, et mon compagnon a vu Divergente et il adore. Et Hunger Games, j'ai vu le début, mais je me suis endormie, mais j'étais hyper fatiguée, et j'avoue que j'ai pas persévéré. Donc du coup, je vais avoir un avis pas très intéressant. Je crois que c'est pas mal, hein. Je crois qu'à chaque fois, en tout cas, les pitchs donnent envie, quoi.
Je pense que de toute façon, la dystopie est un bon genre pour se poser des questions. Parce que le but de la dystopie, généralement, c'est de partir de la société dans laquelle on vit et de montrer ce qui ne va pas. Donc je pense que ça permet de se poser plein de questions. Et je trouve ça très très bien que ce soit destiné aux adolescents, parce que je pense que c'est une période qui est extrêmement propice au questionnement, et que plus tôt on se pose des questions sur le monde, mieux c'est, parce qu'ensuite on fait des choix plus avisés et tout. Donc du coup, je porte un regard tout à fait positif, a priori, puisque je ne les ai pas vus, mais je porte un regard très positif là-dessus, parce que je pense que c'est un bon genre, la dystopie. Comment vous est venue l'idée de la prison d'où vient Ernest et le frère de Bulle? Alors, c'est une bonne question, je ne sais plus trop. Je ne sais plus trop, oui, c'est une prison qui est très particulière parce que... Moi aussi, j'ai vu quelques documentaires sur le milieu carcéral et aujourd'hui, les prisons en France, c'est catastrophique. Enfin, c'est presque un truc à fabriquer de la délinquance. J'ai l'impression qu'on rentre là-dedans et puis les conditions sont tellement atroces, les gens deviennent tellement dingues qu'on ressort peut-être parfois encore plus délinquant qu'on est rentré. Il y avait Un prophète, le film de Jacques Audiard, que je vous recommande beaucoup là-dessus, qui m'avait un peu marqué. Et puis donc voilà, le milieu carcéral, je trouvais ça assez fascinant, et donc j'ai imaginé la pire prison possible, c'est-à-dire le truc où juste on jette les gens comme des insectes, quoi, sans aucune considération pour leur humanité, et parce qu'on s'en fout, parce qu'il n'y a plus d'argent de toute façon pour entretenir tout ça, et puis on voit ce que ça donne, et tout ça c'est surveillé par des robots, comme ça on n'a pas besoin d'être au contact de la misère humaine et tout ça. Donc en fait, ça m'est venu un peu progressivement. En fait, toutes les idées de ce livre me sont venues assez naturellement, juste en exagérant certains trucs qui existent déjà. Donc mes sources d'inspiration, c'est vraiment le réel. Et donc cette méga prison s'est construite un peu comme ça, très naturellement, étant donné le contexte que j'avais créé, bah, ça a donné ça. Voilà. Est-ce que ce roman est votre préféré? Ben, je sais pas. En fait, déjà, j'arrive pas à relire mes livres une fois qu'ils sont sortis parce que ça me gêne beaucoup. Moi, je les lis, je suis comme ça, c'est nul. Donc, c'est un peu intimidant de se lire une fois qu'on est sur papier parce que c'est bizarre, parce que moi, les livres que je lis, c'est les livres des autres. Donc, quand je lis mes propres mots, ça me fait un peu bizarre, même si je sais que c'est pas vraiment nul, mais moi, ça me fait un truc un peu gênant. Ah ouais, en lisant mon livre ou dans la vie? Qu'est-ce que vous dites tout le temps? Par exemple, aimer les livres des autres, et quand on lit le nôtre, on se dit bof. Ouais, c'est normal, ouais. C'est normal probablement. Mais donc du coup, j'ai pas relu mes autres livres, et donc je saurais pas les comparer comme ça objectivement. Mais je pense que... comme je le disais tout à l'heure, plus on pratique quelque chose, meilleur on est. Donc je pense qu'il a des qualités que le premier n'avait pas. Et donc probablement, il est plus maîtrisé, je pense. Mais je dirais pas que c'est mon préféré. Pour l'instant, j'ai pas de préféré. Je les aime tous. Je suis contente qu'ils soient là. Est-ce que c'est difficile de faire éditer un livre? Oui. Oui, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a de plus en plus de gens qui écrivent et qui envoient leurs manuscrits. Et du coup, il y a beau y avoir pas mal de maisons d'édition en France, ça crée un embouteillage évident. Certains éditeurs reçoivent plusieurs centaines de manuscrits par semaine, donc ils ne peuvent pas tout lire, tout simplement. Et donc oui, c'est assez compliqué. Moi, j'ai eu de la chance. Mais non, c'est compliqué. Et ensuite, en fait, ce qui est marrant, c'est que la littérature, c'est compliqué tout du long. C'est-à-dire que d'abord, c'est compliqué d'être publié. Et ensuite, c'est compliqué d'être lu par les journalistes, par les libraires, pour qu'ils vous relaient. Parce qu'eux aussi sont complètement asphyxiés par la somme de livres qu'ils reçoivent. Donc du coup, la littérature, aujourd'hui, c'est très compliqué parce que le marché est saturé. Mais à l'image de tous les autres marchés, d'ailleurs, il y a une espèce de surproductivité qui fait que
c'est difficile ensuite pour les libraires ou pour les journalistes de faire leur métier sereinement parce qu'ils reçoivent trop de livres. Donc oui, c'est difficile d'être publié, c'est difficile ensuite d'avoir de la visibilité et tout ça, c'est assez ingrat. Et en même temps, c'est le plus chouette métier que j'imaginais faire et je suis super contente de le faire, mais c'est très compliqué la littérature, ouais. Quel est votre support pour écrire préféré? Je fais tous mes plans, mes séquenciers, donc toute la phase préparatoire, je la fais sur un carnet. Donc j'écris quoi, avec un stylo, et ensuite je fais tout, j'écris sur un ordinateur. Donc c'était ça la question, c'était un support au sens physique, ouais. Ben, j'écris sur un ordinateur portable qui a le mérite du coup de pouvoir être trimballé partout. Et donc voilà, mais j'écris, quand je commence la phase de rédaction, je le fais sur Word, sur un ordi. Oui. Comment vous avez fait pour être édité? J'ai envoyé mes manuscrits par la poste à des éditeurs. On m'avait conseillé de trouver toujours de l'adresser à un nom, même si on ne connaît pas la personne, pour qu'il n'aille pas en comité de lecture où il serait un peu plus perdu. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais j'ai reçu beaucoup de lettres qui laissaient à penser que le manuscrit n'avait même pas été ouvert. Ça, c'est quelque chose que connaissent tous les auteurs qui ont essayé d'être publiés. C'est-à-dire que, comme je vous disais, ils reçoivent tellement de livres que très souvent, ils ne lisent pas. Ils renvoient, ils ne connaissent pas le nom, ils renvoient. Et j'ai eu des lettres de refus qui laissaient entendre que ça avait été un peu lu, mais généralement, ils lisent voilà, quelques pages, quoi. Et puis mon premier roman, il a été publié par une petite maison. Et je pense que en fait, j'avais travaillé avec l'éditrice sur un projet de série. Et du coup, c'est elle qui m'a beaucoup encouragée à écrire, qui m'a dit « mais pourquoi t'écris pas un roman ?» et tout ça. Et donc, je m'y suis mise. Et donc, parmi les gens à qui j'ai envoyé, je l'ai envoyé à elle. Et elle, pour le coup, l'a lu et l'a publié. Et ensuite, je suis partie, parce que ça ne s'est pas très bien passé avec cette maison. Ils étaient très indifférents, en fait. Ils s'occupaient pas, enfin, ils avaient l'air de s'en foutre un peu. Et donc, du coup, j'ai rebelote, j'ai renvoyé par la poste et tout ça. Et je l'ai renvoyé à Robert Laffont. Il se trouve que la première fois que je l'avais envoyé à Robert Laffont, j'avais eu une réponse qui n'était pas positive, mais où l'éditrice avait trouvé ça intéressant et m'avait dit voilà, bonne route, machin. Et donc, je me suis dit, en envoyant un deuxième livre, peut-être qu'elle se souviendra de moi. Et donc, elle se souvenait de moi. Et donc, on s'est rencontrés. Elle m'a demandé de changer beaucoup de choses. Ça, c'était mon deuxième roman. Elle m'a demandé vraiment de changer beaucoup de choses. Et je l'ai fait. Et donc voilà, et ensuite j'étais super heureuse parce qu'elle a dit que c'était OK, que mes changements, qu'elle était contente de mes changements et que du coup je paraîtrais pour la rentrée littéraire. Parce qu'il y a 2 rentrées littéraires chaque année, en août et en janvier. Et celle d'août est la plus médiatisée et tout ça, alors moi j'étais toute contente. Mais c'est un peu à double tranchant parce que là encore, il y a tellement de livres qui sortent en même temps que c'est très difficile de se faire une place au milieu de la foule. Mais bref, voilà comment ça s'est passé. Et j'ai fait le 3e aussi là-bas chez Robert Laffont du coup. Avez-vous un projet de prochain roman? Oui. Oui, absolument. Alors, je laisse toujours un petit moment de jachère entre 2 livres pour... déjà parce qu'en plus, il y a un peu de la promo après le... Enfin, de la promo, je sais pas, la tournée des plateaux télé, vous avez remarqué, mais je fais des salons et tout ça. Et du coup, je veux dire, je fais pas de la promo au sens de gens qui sont plus connus que moi. Donc, je n'écume pas du tout les médias, mais en revanche, je fais beaucoup de salons et tout. Et c'est vrai que j'aime bien me consacrer au livre qui vient de sortir, dans ce cas-là, même si ça ne m'empêche pas de réfléchir à autre chose, mais je laisse un petit temps comme ça, voilà, qui permet de se consacrer bien à celui-ci, et puis de laisser un peu, je sais pas, l'imagination et l'envie d'écrire se régénérer. Et puis là, ça commence à me chatouiller, j'ai une idée, j'ai des personnages, j'ai quelques trucs, mais en fait, je me suis lancée dans un projet d'essai
Donc là, c'est pas de la fiction pour le coup. Et donc c'est ça qui me prend beaucoup de temps en ce moment. Mais je vais essayer de faire les deux en même temps. Mais oui, j'ai un projet de 4e roman, bien sûr, et je pense que j'écrirai, et j'espère que ce sera le plus tard possible, je pense que j'écrirai jusqu'à ma mort, quoi. Donc j'espère que j'aurai toujours un livre en cours ou à venir. Êtes-vous particulièrement angoissé par la question du réchauffement climatique? Oui, oui. Oui, je le suis. J'essaye de pas me laisser comme ça affligée au quotidien par la question, parce que sinon c'est totalement déprimant. Mais oui, le réchauffement climatique, c'est très grave ce qui est en train de se passer, et les gens n'en ont pas conscience, parce que parfois ils ne sont pas assez informés, parce que le traitement médiatique est très spectaculaire, on parle toujours des catastrophes climatiques et tout ça, mais on n'explique pas ce qui vraiment se passe. Par exemple, je voudrais vous dire un truc tout bête. L'objectif de la COP21, c'était de rester en deçà des 2 degrés de réchauffement, au-dessus de l'ère pré-industrielle. Alors il faut savoir que, parce qu'on peut dire, mais 2 degrés, finalement, ça a changé quoi? Il fera 20 au lieu de 18 en mai, c'est rien. En fait, c'est 2 degrés à l'échelle du globe. Et donc, pour vous donner une idée, ce qui nous sépare aujourd'hui de l'ère glaciaire en termes de température, donc de l'ère glaciaire, hein, il ne faisait pas chaud, hein, donc c'était il y a très longtemps, c'est 5 degrés. Aujourd'hui, ce qui nous sépare de l'ère glaciaire, c'est 5 degrés. Donc ça vous donne une idée de ce que 2 degrés représentent. 2 degrés, c'est énorme en termes de bouleversement, de ce que ça va provoquer, de sécheresse, En fait, les réchauffements climatiques, c'est pas compliqué, ça va tout accentuer. Donc quand il fait chaud, il fait beaucoup trop chaud. Quand il pleut beaucoup trop. Et donc ça va créer des inondations dans des coins et puis des zones de grande sécheresse dans d'autres. Et donc évidemment, ça va tout bouleverser la géopolitique. C'est-à-dire que c'est quand même notre environnement, ça. Donc ça fait en sorte que ça va avoir des conséquences sur nos vies qui vont être très tangibles. Le problème, c'est que comme pour l'instant, ça touche des régions du globe qui sont parfois éloignées de nous, on ne s'en rend pas compte. On se dit, oh oui, bon. Mais 2 degrés, c'est énorme. Donc oui, je suis très, très préoccupée par la question. J'essaye de faire les choses à mon niveau. Je prends pas l'avion ou très très peu, je n'ai pas de voiture, je mange des trucs bio et locaux, etc. Enfin voilà, je fais des petits trucs à mon niveau. Et puis en tant que journaliste, je traite le sujet pour essayer d'informer et pour montrer aux gens que c'est pas foutu, mais qu'il faut se préoccuper de la chose très vigoureusement. Donc oui, ça m'inquiète. Et en même temps, je me dis pas que c'est foutu, mais je me dis ouais, ça m'inquiète et il faut vraiment limiter la casse là. Voilà. Quelle est la raison pour laquelle vous pourriez arrêter d'écrire? Oh là là. Bah, j'en vois pas trop, hein. Ce qui serait terrible, c'est si j'avais plus le désir de le faire, si j'avais plus d'idées et tout ça, mais j'espère que ça m'arrivera pas, parce que ça me rendrait vraiment triste. Mais c'est tout, parce que sinon... Non, j'aime trop ça. En plus, ce qui est marrant, c'est que j'aime pas particulièrement ça quand je le fais. Quand je le fais, souvent, j'ai un peu la flemme et tout, et je le fais. Mais j'aime ça parce que j'aime le fait qu'ensuite, le livre existe, et j'aime... Et puis, parfois, il y a des moments qui sont très chouettes quand on a l'impression d'avoir réussi à bien dire un truc. Moi, ça m'apporte trop pour y renoncer. Donc, je sais pas ce qui me ferait arrêter d'écrire, franchement, à part... Ouais, j'allais dire des trucs très physiques, quoi. Genre, je peux plus me servir de mes mains. Dans ce cas-là, je dicterais, mais non, rien. Franchement, je vois pas. Un manque d'inspiration, non? Oui, c'est ça. Le manque d'inspiration, le manque de foi ou de désir, mais ça serait vraiment super triste, quoi. Et j'espère que ça m'arrivera pas. Mais oui, bien sûr, si j'ai plus d'inspiration, j'arrêterai. Hein. Est-ce que vous aviez déjà de l'imagination quand vous étiez toute petite? Ben oui, je crois, mais pour autant, j'écrivais pas. Mais je pense que tous les enfants ont beaucoup d'imagination. Après, on stimule ça plus ou moins, mais tous les enfants en ont énormément. Donc, comme tous les enfants, j'en avais beaucoup, oui. Et puis en plus, j'ai eu des frères et sœurs à partir de 7-8 ans, mais avant, j'étais fille unique, donc du coup, j'étais assez souvent toute seule et tout ça pendant les vacances. Donc du coup, oui, je m'imaginais un peu des trucs et tout ça. Mais pour autant, j'ai grandi sans écrire et sans le désir d'écrire. J'avais même pas de journal intime.
j'ai essayé d'en tenir un, je trouvais ça hyper ennuyeux, donc j'ai écrit 4 lignes. Et voilà, donc j'avais de l'imagination, mais je dirais pas que... Enfin, je crois pas qu'il y ait de prédisposition à l'écriture et qu'il faut avoir eu une imagination particulièrement fertile quand on était petit et tout ça. Je pense que l'écriture, ça vient quand on a envie, quoi. Et ça peut venir à l'âge adulte comme ça peut venir plus précocement. Mais en tout cas, je dirais pas que ma personnalité en tant que petite fille me prédisposait à écrire après. Je pense que j'étais assez normale de ce point de vue-là. Comment imaginez-vous la suite de la vie de Bulle? Ah, bah, j'espère qu'elle est contente. Bulle, mais je l'esquisse un petit peu la vie de Bulle dans l'épilogue, dans la dernière partie du livre. Et je pense que c'était une vie assez chouette, assez productive, où elle a pu faire ce qu'elle aimait, elle a pu écrire, elle a pu prendre plaisir à plein de trucs. Je pense que c'est un peu l'objectif, quoi, de l'existence, c'est d'être bien et d'être content d'être là et de lui donner du sens. Et de lui donner du sens en faisant un peu gaffe aux autres. Et je pense que voilà, dans le livre, elle se crée les conditions propices à ça, à une vie assez harmonieuse avec les autres, où en même temps on peut être seul quand on n'a pas envie de les fréquenter. Et donc je crois qu'elle a été très heureuse, Bulle. Enfin, en tout cas, mon objectif, c'était de la rendre très, très heureuse, de lui faire réussir à mettre en place les conditions de son bonheur. Enfin, je ne sais pas si le bonheur existe, mais en tout cas d'une vraie joie de vivre, quoi. Voilà. Vous envisagez l'apparition de votre 4e roman? Est-ce qu'il va toujours être sur le même thème? Non. Non, je voudrais... non, déjà, ça ne sera pas un roman d'anticipation. Je vais revenir à notre époque, quoi. Et je voudrais écrire sur... en fait, j'écris un peu tout... Il y a des thèmes qui sont très récurrents dans mes 3 livres, qui sont l'aliénation et la liberté. C'est-à-dire les deux pendants, quoi. L'aliénation étant la privation de liberté et donc la liberté. Et donc, je pense que je continuerai d'explorer un peu ces thèmes-là. Et je voudrais explorer plus... justement la notion de joie de vivre et ce qui la fonde et qu'est-ce que c'est que le fait d'être content d'être là. Donc c'est un vaste sujet, mais c'est celui que je vais essayer d'explorer là, pour le 4e. Est-ce qu'il y a une question encore? Personne? Moi je vais en poser une. Ouais. Pourquoi avoir intégré dans le roman en fait le youtubeur sectaire qui s'appelle Oxo, c'est ça, je crois? Ouais, Oxo. Pourquoi j'ai fait ça? Bah, parce que en fait, lui aussi, c'était un peu l'incarnation d'une forme de concentration de vice. C'est-à-dire que lui, son oisiveté l'a conduit à passer... à mettre sa notoriété au service d'une cause hyper maléfique, puisque c'est un terroriste. Et donc c'était une façon de parler un peu de la glorification, enfin c'est beaucoup dire, mais pas de la glorification des terroristes, mais je trouve que le traitement médiatique du terrorisme a fait en sorte que les terroristes devenaient un peu des espèces de stars, quoi. Ils avaient un visage, ils étaient connus, ils faisaient la une des magazines. Je me demandais dans quelle mesure c'était pas un peu contre-productif pour détourner la jeunesse de ce genre de destin que de montrer à quel point ils étaient sur le devant de la scène. Et alors que c'était juste des pauvres types qui s'étaient suicidés en tuant des gens. Enfin, si on remet les choses, c'est quand même le comble du pathétisme et de l'horreur. Et ça ne devrait pas du tout fasciner. Or, je trouve qu'on en avait fait un peu des figures fascinantes. Et donc voilà, j'ai créé ce personnage de héros, de héros terroristes en poussant un peu cette observation-là. Et puis j'aimais bien aussi qu'il soit une espèce de gourou hyper désincarné et qui a absolument pas de discours, quoi. Il a rien, il propose rien du tout. Il est juste
il est juste là et il a juste de l'argent pour faire en sorte que son discours sème, et juste il joue sur le fait que les gens n'ont plus aucun but, et donc du coup ils s'en remettent à la première figure venue. Mais donc j'aimais bien que ce soit un loser total. En fait, ce type est un énorme loser, mais la société fait en sorte qu'il a un pouvoir et il a une existence et il a une influence sur le monde. Mais donc en fait, il était lui aussi l'incarnation d'un constat assez amer sur l'époque et sur... Moi, je trouve que les médias, souvent, sont assez très racoleurs, quoi. Et donc, c'était une façon de parler de ça. On va peut-être clore, alors. Est-ce qu'il y a une autre question? C'est le moment. Hein. Non? Bon, je crois qu'on va achever, là. Alors. Ça marche.